Bonjour à Pierre-Antoine Donnet qui est avec nous en direct via Skype. Vous avez été correspondant de l'AFP à Pékin, on vous connaît bien. Chine, l'empire des illusions, c'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions Saint-Simon. Une question avant de partir sur effectivement ce rôle d'équilibriste que joue le président chinois. Il assume sa très grande amitié avec Vladimir Poutine, Xi. Je reprends les mots employés par les dirigeants eux-mêmes. Hein. Écoutez, oui, il n'a pas du tout aucune crainte de le dire urbi et orbi à la face du monde. Le message est très simple, d'ailleurs il est destiné à l'Occident et tout particulièrement aux États-Unis. La Russie est un allié, bon, un allié de circonstance certes, mais un allié, et il le restera pour les temps à venir. C'est vrai qu'il est bon équilibriste. Ce que nous disait Justine Jankowski il y a une seconde, général Chauvency, c'est qu'il a besoin d'une Russie qui ne s'effondre pas, mais il a besoin également dans le même temps de relations commerciales fortes, ou en tout cas maintenues, avec l'Occident, l'Europe, les États-Unis, etc., etc. Il va falloir quand même, là il joue un peu, il ménage la chèvre et le chou, il joue un peu sur les deux tableaux, mais il faut qu'il fasse attention. Nous sommes surtout dans le jeu de la duplicité chinoise. Ça va de tous les côtés, et finalement, peut-être que la Chine n'est pas assez puissante aujourd'hui pour imposer ce qu'elle veut voir imposer, et qu'elle est obligée de composer. Mais je pense qu'à terme, l'objectif, c'est vraiment être de la première puissance mondiale, et justement, par définition, en opposition avec l'Occident qui lui imposerait des règles. Et elle n'a pas intérêt, on l'a dit suffisamment de fois ici, que la Russie s'effondre. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de voies de contournement dans différents domaines. D'abord, le fait rien que d'acheter de l'énergie, des matières fossiles, des gaz et pétrole, ouais. des hydrocarbures, même à des prix plus bas, mais de l'acheter à la Russie, c'est aussi soutenir l'effort de guerre russe. C'est une réalité, même s'il y a des besoins économiques qu'on pourrait comprendre en Chine. Donc, elle joue sur tous les tableaux, mais effectivement, sans vouloir se mettre en porte-à-faux vis-à-vis, par exemple, des États-Unis. Oui, parce qu'on l'a souvent dit, Tatiana Becastin, sans la Chine, la Russie ne serait pas là où elle est. C'est-à-dire qu'elle a besoin, effectivement, même si on sait que les exportations sont moins élevées qu'auparavant, etc., les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie sont essentiels pour la Russie. Hein. Et puis, la Chine continue à livrer à la Russie des machines-outils dont on sait que certains composants sont recyclés ensuite pour être réutilisés dans de l'armement. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que Vladimir Poutine accepte une relation déséquilibrée parce que c'est un grand ami de la Chine, il pourrait devenir un vassal quand même. Et les échanges commerciaux ont explosé, mais ils se font d'abord au bénéfice de la Chine. Et donc c'est intéressant. Pour l'instant, Vladimir Poutine accepte ce qu'il n'aime pas, puisque lui, il aime les rapports de force, et il aime les rapports de force quand c'est lui qui est en position de force. C'est pas du tout le cas dans sa relation. Il est vassalisé, on l'avait beaucoup dit d'ailleurs quand Xi Jinping était venu le voir à Moscou. Arlette, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais juste poser une question à Arlette au sujet justement des Américains, parce que c'est vrai qu'il jongle avec les lignes rouges des Américains. Xi Jinping, effectivement, il ne livre pas d'armes directement. En revanche, il livre des biens mixtes, ou alors on passe par d'autres pays qui servent de plateforme, la Corée, l'Azerbaïdjan, etc. Ceci dit, les Américains n'ont pas tellement de moyens de pression supplémentaires tant qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge. On prend des mesures commerciales fortes, c'est les droits de douane. Vous savez, c'est un peu... Vous connaissez les jongleurs, je crois que les assiettes, je crois que c'est des assiettes chinoises, vous savez. Donc on fait tourner toutes les assiettes, il n'y en a aucune qui tombe. Donc là, il y en a une qui tourne très très bien, c'est celle effectivement des relations avec la Russie. Ça arrange au fond la Chine, la guerre en Ukraine, parce que pendant ce temps-là, on s'intéresse moins à ce qui se passe à Taïwan. On verra, car je crois que le nouveau président Taïwan est intronisé dans quelques jours. Donc on va voir. Ça occupe l'attention l'Ukraine, des Américains en ce moment. Donc c'est toujours bon pour détourner de Taïwan. C'est bon pour l'économie chinoise, les échanges. Voilà. Après, quand je dis qu'il faut faire tourner les assiettes, c'est qu'en même temps, il ne faut pas perturber les échanges économiques avec l'Union européenne. Et il y avait quelques jours, on se souvient, le président Xi en France, puis en Serbie et surtout, en Hongrie. Donc, on a bien vu là aussi l'équilibre. Je viens en France, je ne donne pas vraiment de garantie à la France qui demande justement des garanties sur la non-expédition d'armes ou d'éléments qui permettraient, électronique, qui permettrait de fournir des armes ou de construire des armes en Russie. Donc, tout ça se fait en même temps avec beaucoup d'habileté. Et puis jusqu'au moment, en espérant qu'aucune assiette, pour reprendre mon image, ne va tomber. Il va arriver à tout. Ou alors, celle qui décidera de laisser tomber, c'est quand il l'aura choisi, effectivement. Jusque-là, il va essayer de tout faire fonctionner
en même temps que tout tourne comme suivant les intérêts de la Chine. Et il nourrit tout ça, parce que pour reprendre l'image d'Arlette, Vincent Crouzet, si on arrête de faire tourner l'assiette, elle tombe, l'assiette. Elle tombe, tout à fait. Donc, non, mais, non, mais la Russie c'est-à-dire et Poutine... qu'il est obligé d'entretenir toutes ces... Bien entendu, mais la Russie et Poutine sont dans les mains de la bonne volonté et du bon vouloir plutôt de la Chine. D'ailleurs, certains analystes dans les services de renseignement occidentaux, eux, ont cette interprétation, c'est-à-dire que les Chinois maintiennent les Russes et laissent se poursuivre le conflit pour affaiblir au maximum la Russie et ensuite reprendre pleinement la main. Ça veut dire qu'il n'a pas intérêt à ce que la Russie, s'effondre maintenant, enfin s'effondre le pouvoir russe, mais en revanche, c'est peut être éventuellement de ses objectifs. Non, pas tout de suite, parce qu'il y a du donnant-donnant, comme l'ont dit François, Tatiana et Arlette, tant sur les hydrocarbures que sur les composants, etc. Alors, c'est pas un partenariat sans limite. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une épée de Damoclès très forte qui pèse quand même sur l'économie chinoise. Ce sont les sanctions qui ont été brandies par les Américains sur les banques chinoises, qui, elles, en fait, soutiennent toute la structure, l'architecture, en fait, de l'économie internationale chinoise. Et si les grandes banques chinoises, Bank of China, BICC, CICC, etc., sont frappées de sanctions et ne peuvent plus financer en fait le commerce international chinois à l'étranger, c'est une catastrophe. Alors là, pour eux, c'est une catastrophe. Pierre-Antoine Donnet, c'est ça en fait. Tout à l'heure, je posais la question du moyen de pression occidental. C'est celui-là, le moyen de pression en question. Oui, mais vous savez, on voit bien finalement que justement, d'ailleurs, grâce à la Chine, les sanctions occidentales contre la Russie n'ont que peu d'effet. Donc, vous savez, pour moi, le président Xi Jinping est un grand stratège et un excellent tacticien également, c'est-à-dire qu'il va tenir compte, évidemment, de ce qui va se passer dans les mois à venir sur la scène internationale pour éventuellement réajuster ses liens avec la Russie. Mais son objectif à long terme, il est simple. Je crois que le général Chouvency l'a dit et je suis parfaitement d'accord. L'objectif de Xi Jinping, c'est de faire de la Chine la première puissance mondiale, à la fois économique, géostratégique et militaire. Et c'est pour cela que la Russie, vassalisé certes, comme l'a dit Tatiana, lui sert énormément, à la fois sur le plan économique, politique, idéologique et géostratégique. Ne serait-ce que sur le plan économique, il faut savoir que la Russie est devenue le premier exportateur de pétrole pour la Chine. Ça veut dire que la Russie maintenant passe devant l'Arabie saoudite et à des prix cassés. Parce qu'en fait, si les importations de pétrole russe ont grimpé de 23% l'année dernière, ça lui a permis de faire des économies gigantesques parce que les prix sont cassés. Alors ensuite, sur le plan politique, ça a été dit, effectivement, Taïwan est un peu mis de côté pour le moment, mais l'investiture du nouveau président Lai Ching-te se déroulera lundi, et là, il y aura un rendez-vous de l'histoire qui sera vraiment important pour tout le monde. Alors, il y a quelque chose aussi, parce que vous avez parlé d'influence économique, etc., sans doute aussi sur l'influence, la diplomatie. Je voudrais que vous écoutiez, Justine nous en a dit un mot tout à l'heure, mais assez concrètement ce que dit le président chinois au sujet de l'Ukraine et de ce conflit donc, qui secoue, qui oppose les deux pays depuis 2 ans et demi maintenant. Écoutez. Les deux parties s'accordent à dire qu'une solution politique à la crise ukrainienne est la bonne direction à prendre. La Chine espère que la paix et la stabilité seront rapidement rétablies sur le continent européen et continuera à jouer un rôle constructif à cette fin. Alors, on peut sourire, mais la question est quand même, est-ce que, de façon assez sérieuse, la Chine peut être effectivement l'un des bâtisseurs d'une paix future entre la Russie et l'Ukraine? Personnellement, je ne le pense pas. Il y a eu un plan qui a été proposé en 12 points il y a plus d'1 an maintenant, qui n'a pas été mis en application. Et quand on l'a lu, on a bien vu que c'était plutôt un tropisme pro-russe que pro-ukrainien. Ensuite, ce qu'on entend là, en fait, c'est... Zelensky l'a reçu quand même. Zelensky l'a vu, Monsieur Xi, ils ont discuté. Il n'a pas le choix. On n'est pas fermé à la discussion. Xi parle à Poutine. Il peut mettre aussi une petite pression sur Poutine. Donc, bon. Oui, ce serait toujours possible. Mais enfin, je pense surtout que le président Xi a surtout l'ambition de donner l'image du médiateur potentiel et qui n'a pas vraiment envie d'être le vrai médiateur. C'est-à-dire qu'en fait, un peu, c'est le coup effectivement des assiettes qui tournent. Il joue sur tous les tableaux et surtout, il ne veut pas être en première ligne. Donc, en fonction du moment, il va agir de tel côté ou de tel autre côté. Mais manifestement, aujourd'hui, s'il voulait vraiment faire pression sur Poutine, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il pourrait. Il suffirait de lui dire « tu t'en vas d'Ukraine ».
d'Ukraine et la guerre est finie. Hein. On n'achète plus ton pétrole et on t'envoie plus de machines et outils, pour faire simple. Voilà, ce n'est pas le cas. Donc on voit bien que, avec les images et les paroles, oui, je suis un grand pacifiste, je veux la paix dans le monde, tout ira mieux demain. Et la réalité, il n'y a pas de fait, c'est que de la parole sans l'action. Et il maintient toujours une ambiguïté, parce que justement, il veut proposer un plan de paix qui est plutôt favorable à la Russie, en disant la Russie pourrait garder les territoires qu'elle a annexés. Mais jamais, à ma connaissance, la Chine n'a reconnu l'annexion de ces territoires par la Russie. Donc c'est toujours ce double jeu. Et en revanche, c'est vrai, économiquement, je suis tout à fait d'accord, les Chinois et la Chine, ils ont besoin d'un système financier fort, robuste, solide. Et dernièrement, il y a certaines banques chinoises qui soit ont rejeté des paiements qui étaient faits par des entreprises russes ou qui ont mis beaucoup plus de temps à les processer. Donc on voit quand même, parce que le dollar paiements en rouble, en fait. C'était ça, hein, c'était les paiements en rouble. Mais pour éviter d'être sanctionnés, parce qu'ils ont besoin qu'en aucun cas on ne leur interdise d'utiliser le dollar dans les échanges internationaux. Ils ont besoin de pouvoir continuer leurs échanges internationaux, mais ils sont très forts parce que personne ne peut dire non à la Chine non plus. Donc ils en usent et ils en abusent. Ils jouent toujours avec les lignes, mais avec quand même toujours, cette flexibilité ou cette duplicité ou ce sens de, effectivement, de la mesure et de je ne veux m'aliéner personne et j'essaye de dire un mot gentil. Flattant beaucoup, parce qu'il flatte beaucoup. Je reviens à mon image de début de parti. Il flatte beaucoup Vladimir Poutine. C'est quelque chose qui... Voilà, il a besoin de grandeur, Vladimir Poutine, d'être admiré, qu'on lui fasse croire qu'on ne le prend pas pour un vassal. Enfin, voilà, il y a de ça aussi. Ouais, il aime bien la musique pompier et militaire, comme François Chovancy, donc effectivement. Voilà, c'était plus que ça. On était dans les arènes de oui, c'est pas mal d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est vrai que la pompe, étant au Kremlin aussi, quand Xi a été reçu récemment au Kremlin, c'était de la même manière. Il faut aussi revenir aussi sur un autre point qu'a presque soulevé François, sont les intérêts privés autour des affaires d'hydrocarbures et des composants. C'est-à-dire qu'il y a une centaine d'hommes d'affaires chinois qui gagnent des fortunes derrière ce business. Donc ce sont des intérêts privés très proches du Parti communiste chinois, auxquels il ne faut pas attenter. Je pense que le président Xi, qui est très sensible aux équilibres au sein du parti, cherche à les préserver le plus longtemps possible. Il y a aussi, Arlette, même si les importations vers la Chine ont beaucoup augmenté, enfin depuis la Russie vers la Chine ont beaucoup augmenté depuis le début de la guerre, elles ralentissent là depuis quelques mois, maintenant depuis 2 mois. Il est peut-être aussi aller voir le président Xi pour lui dire, écoute, voilà, là, il faut quand même maintenir le rythme, parce qu'il a quand même une guerre à financer malgré tout, même si on dit que c'est un puissant fond, pas tant que ça. Enfin, je pense surtout que le symbole est très fort, parce que c'est surtout, vous avez vu le sourire. Comme il dit, je suis à la maison, ça veut dire qu'il est parfaitement à l'aise, parfaitement heureux d'être accueilli comme ça. Ça veut dire, c'est Poutine le paria qui ne va que dans la proximité ou les pays qui l'entourent. Là, il va en Chine et encore une fois, voilà, il est accueilli de cette manière. Je ne sais pas, mais je pose la question, peut-être qu'il faut la poser à Pierre-Antoine Denet. Oui, il y avait une occasion pour le président chinois, c'est cette fameuse conférence sur la paix. Alors voilà, c'est la question que je voulais lui poser. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il va y aller Va-t-il y aller ou pas? Il y avait un grand espoir des Occidentaux, éventuellement, il y avait une possibilité d'une initiative. Point d'interrogation pour l'instant. C'est pile dans un mois. Il va y aller ou pas? Et on n'a pas eu d'informations là-dessus, Pierre-Antoine Denet. Alors, les informations qu'on a, c'est le fait qu'il a envoyé des émissaires qui ont pris part à la préparation de ce sommet. Alors évidemment, côté ukrainien, Zelensky lui-même a demandé instamment à ce que la Chine y prenne part. Alors que Xi Jinping y aille lui-même en Suisse, honnêtement, j'en doute très fortement, ça me paraît quasi impossible. Mais si déjà la Chine est présente et participe au débat, ça sera déjà peut-être un gage de bonne volonté de la part de Pékin. Là aussi, j'ai quand même quelques doutes. Maintenant, je voudrais revenir sur l'aspect militaire, parce que finalement, c'est quand même là où se joue beaucoup l'avenir de la planète ensemble, parce que pour le moment, c'est vrai, la Chine est très prudente. Comme ça a été dit, elle utilise ses alliés les plus proches, la Corée du Nord et l'Iran, ces 2 pays ne se privent pas de livrer des quantités d'armement. Mais on voit déjà qu'il y a eu des manœuvres conjointes militaires à proximité de l'île de Taïwan. Et ça n'est pas par hasard, parce que là aussi, on voit bien les intentions conjointes de la Russie et de la Chine. Jusqu'où va aller cette coopération militaire? Là, je pense que vraiment, c'est là le grand point d'interrogation pour demain. Bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre-Antoine.